Le ministre de l'Enseignement primaire a annoncé ce matin à travers un point de presse des réformes dans le but de rehausser le niveau des enseignants et des élèves. Détail dans cette édition. Lancement cet après-midi du mouvement La Révolution démocratique au Niger, une initiative du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme cadre. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Les organisations de la société civile initiatrices de la marche du 4 février prochain ont rendu publique cet après-midi une déclaration. Celle-ci est relative à leur marche suivie de meeting prévu ce samedi. Le résumé de cette déclaration avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Les initiateurs de la marche suivie de meeting prévu pour le samedi 4 février prochain se retrouvent à travers ce cadre pour entretenir l'opinion publique sur les préparatifs de la dite manifestation. Des préparatifs qui sont fin prêts selon les organisateurs qui n'ont d'ailleurs pas manqué de donner les raisons ayant conduit à cette manifestation. Nous avons décidé de marcher comme nous l'avons mentionné dans toutes nos précédentes interventions pour dire que ça ne va pas, que la situation est critique. Nous allons marcher également pour dire, ou disons pour reprendre l'expression de M. Issoufou Mahamadou, alors candidat aux élections présidentielles, et je cite, « Le Niger n'est pas pauvre, mais il est mal gouverné ». Donc nous pensons qu'il faut qu'il l'accepte parce que c'est lui-même qui l'a dit. En effet, aujourd'hui, la malgouvernance, la corruption, les passe-droits sont devenus des faits normaux. Et nous nous érigeons contre. La politisation de l'administration n'a jamais aussi été rampante. Nous allons marcher aussi pour exiger le respect de l'état de droit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le problème de la liberté ou d'une justice libre, équitable et égale pour tous est véritablement problématique au Niger. On assiste à tout bout de champ à des arrestations arbitraires. On assiste à une volonté manifeste de la remise en cause des libertés fondamentales telles que la liberté de manifester, comme tous les Nigériens en ont été témoins à travers les arrêtés du président du conseil de ville de Niamey. Nous allons marcher aussi pour demander à ce qu'il y ait l'abrogation de certaines lois qui contiennent des dispositions contraires à la Constitution. Le deuxième point concerne la vie chère. Aujourd'hui, tout le monde souffre du problème d'eau potable dans les différents quartiers de Niamey. Il faut que quelque chose soit fait. Tout le monde souffre également des coupures intempestives d'électricité. Tout le monde souffre également de la cherté du loyer. Tout le monde souffre aujourd'hui de la flambée des prix. Un chapelet de griefs par lesquels les organisateurs de la manifestation prévue le 4 février 2017 entendent amener le maximum de Nigériens à leur emboîter les pas à travers leur démarche. Une démarche qui consiste à exprimer leur mécontentement sur la gouvernance du pays par le biais d'une marche de la place Toumo à la place de la concertation. Assemblée générale ce matin des syndicats du secteur des collectivités territoriales du Niger. Au centre de cette rencontre, le compte-rendu de leur rencontre avec le Premier ministre et annoncé l'organisation d'une marche le 7 février prochain. Le compte-rendu de Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Cette assemblée générale des agents des collectivités territoriales vise à faire le compte-rendu de la rencontre du 25 janvier entre le Premier ministre et le collectif des syndicats des municipalités. Au centre de cette rencontre, le paiement des 7 mois d'arriérés du salaire des agents. Ça fait 7 mois aujourd'hui qu'on n'a pas le salaire.
les agents des collectivités territoriales de la ville de Niamey vivent dans la précarité totale. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, ça fait à peu près 6 à 7 mois que nous partons au débrayage et jusqu'ici nous ne sommes pas entendus. C'est ce qui a fait que nous avons cherché à rencontrer le PM, mais malheureusement la rencontre a été quand même très bien, nous le remercions, mais nous n'avons pas eu satisfaction au moment où il nous a répondu que franchement au niveau de la trésorerie c'est rouge et que nous allons prendre patience. Et que nous allons peut-être prendre un mois seulement et continuer à travailler. Et là, franchement, on est venu rassembler l'ensemble des militants et militantes. On a fait le compte rendu, mais malheureusement, je crois que le compte rendu a suggéré qu'ils ont rejeté en bloc. Et je crois que la lutte continue. Le collectif des syndicats du secteur de collectivité territoriale du Niger n'entend pas baisser les bras. Nous avons déposé un préavis de grève d'une semaine suivie d'une marche. Nous appelons une fois encore l'ensemble des militants et militantes d'être présents le jour. Et Inch'Allah, quoi qu'il en soit, nous allons amener cette autorité à nous payer, comme tout un Nigérien. Dans ce combat d'amener les autorités à payer leurs arriérés de salaire, les agents des mairies ont eu le soutien de plusieurs acteurs de la société civile et syndicalistes. C'est une situation très difficile que ces camarades-là sont en train de traverser. Et nous, en tant qu'aujourd'hui responsables au niveau des centrales syndicales, en tant que responsables au niveau de la société civile, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas continuer à observer cette situation, en tout cas se détériorer. Nous nous sommes dit qu'il est important pour nous, que ce soit au niveau de la société civile ou au niveau des centrales syndicales, que nous apportions en tout cas notre soutien inconditionnel, notre soutien sans faille, en tout cas à ces travailleurs de la ville de Niamey. Nous demandons à ce que tous les centrales syndicales, les 13 centrales syndicales se réunissent pour quand même sortir ces camarades de cette situation. Parce qu'il y en a des camarades qui sont dans une situation où aujourd'hui leurs femmes leur quittent. Les gens qui sont déguerpis dans leur maison. Donc ils ont vraiment des problèmes. Nous pensons que la solidarité syndicale doit vraiment primer. Le collectif des syndicats des collectivités territoriales, à savoir le Syntracten, le SNAM, le Sakouten, le SIAPOM et Bidakouten, appelle ses militants à être prêts pour d'éventuels mots d'ordre. Point de presse ce matin du ministre de l'Enseignement primaire. Objectif, annoncer les réformes contenues dans la feuille de route du ministère de l'Enseignement primaire pour améliorer la qualité de l'enseignement à travers le rehaussement des niveaux des élèves et des études et des enseignants. Le résumé de ce point de presse. La baisse de niveau reste et demeure une réalité au Niger. Récemment, des études menées ont montré que les élèves et les enseignants ont un niveau très faible, chose qui nuit à la qualité de l'enseignement. Partant de cet état de fait, le ministère de l'Enseignement primaire a jugé utile d'apporter des réformes pour améliorer la qualité de l'enseignement à travers le rehaussement du niveau des élèves et des enseignants. Pour ce faire, une feuille de route a été établie dans laquelle des mesures ont été prises allant de la refondation de la formation initiale à l'évaluation des enseignants en passant par la dotation des écoles normales. La première mesure déclinée dans cette feuille de route, c'est la refondation de la formation initiale des enseignants. C'est-à-dire que c'est la refonte à l'intérieur des écoles normales. Ça signifie quoi? Non, qu'on ne peut plus accepter n'importe qui à l'école normale. Ça, c'est fini. Ça signifie quoi? Ne devient enseignant pas celui qui veut. Non, je veux être enseignant, mais celui qui veut. Deuxième chose, on ne recrutera plus un enseignant sans formation initiale. Parce que tu es titulaire du BEPC ou du bac, tu veux être enseignant, c'est fini. En tout cas, moi, ministre, je préfère avoir une classe sans enseignant que de me retrouver aujourd'hui avec un enseignant qui ne peut pas tenir la classe. Troisième mesure forte, c'est l'évaluation des enseignants. Nous avons pris la décision d'évaluer tous les 72 000 enseignants du Niger, leur administrer des questions en mathématiques et en français pour comprendre est-ce qu'ils maîtrisent cela, est-ce que les enseignants ont au moins le niveau de nos élèves. Cette évaluation, elle sera faite en mars. Nous sommes en train de nous organiser, nous allons les évaluer tous. Ceux pour lesquels il y a encore des insuffisances,
nous allons les mettre en situation de les former. La dotation des écoles normales et de toutes les écoles en intrant, c'est-à-dire que vraiment en fourniture. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque élève maître qui sortirait de l'école normale soit en possession d'un guide d'enseignement. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on doit enseigner à quel niveau. Autre réforme, on va accélérer l'alphabétisation aussi, toujours dans la feuille de route. Mais on ne peut aboutir à un bon résultat si la gouvernance à l'école n'est pas de qualité. C'est quoi cette gouvernance à l'école? La gestion à l'école sera une gestion axée sur le résultat. Pour une bonne mise en œuvre de cette feuille de route, le ministère de l'Enseignement primaire a eu à rencontrer les syndicats du secteur de l'éducation, les autorités administratives et coutumières pour leur expliquer le bien fondé de cette réforme. La dégradation de la situation dans les universités de Zender, Maradi, Tawa et Niamey était au centre d'une conférence de presse ce jour jeudi du syndicat national des enseignants, des chercheurs et supérieurs SNEX. Actuellement, certaines de ces universités sont paralysées par des mouvements de grève. Le résumé avec Abdulrazak Hamidou et Halidou Bourema. Plus rien ne va dans les universités publiques de Zender, Tawa, Maradi et même Niamey. La situation se complique dans ces universités où les enseignants-chercheurs accumulent plusieurs mois d'arriérés. Certains de nos camarades dans les universités de Tawa, Maradi et Zender particulièrement sont dans des situations difficiles par manque de salaire et autres droits. Et nous pensons que c'est le manque de respect de notre protocole d'accord qu'on avait eu à signer le 13 octobre après avoir mené un certain nombre de mouvements. Et c'est de plein gré que tout le monde, de part et d'autre, les ministres, tout comme nous, avions signé ce protocole. Donc sur le paiement régulier des primes, d'autres droits et salaires, n'est-ce pas? Les textes qui doivent être aussi mis en place par rapport aux universités récentes, mais aussi d'autres points tels que les audits, puisque là, il faut que je le souligne, on nous accuse de certaines malversations ou bien des utilisations non conformes, n'est-ce pas, de certains aspects par rapport à la gestion financière, ressources humaines de nos différentes universités. Et nous pensons que c'est la moindre des choses. Si on nous accuse, qu'ils fassent les audits et qu'ils fassent la situation. C'est ça, c'est eux qui ont nommé ces gens, nos dirigeants. Et je crois que l'État, il a investi, il a un droit. Et nous estimons que c'est son droit de voir ce qui se passe. Cette situation des enseignants-chercheurs était au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le syndicat des enseignants-chercheurs. Une rencontre qui n'a rien donné comme résultat. On a rencontré le ministre par rapport au point qu'on vient de souligner, mais à la sortie de notre rencontre, on est sorti pessimiste, vraiment pessimiste. Voilà le mot. En fait, il nous a exprimé un aspect vraiment de non-espoir. Depuis la rentrée académique 2016-2017, les cours sont perturbés dans les universités publiques du fait des grèves observées par les enseignants, surtout à l'université de Zender, où le personnel était en grève illimitée. Ce qui a amené les étudiants de cette université à interpeller les autorités au plus haut sommet de l'État. Fin des grognes dans les instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey. L'Union des élèves et étudiants de ces écoles et instituts IEPTN et le ministère du tutelle ont signé un protocole d'accord cet après-midi. Toutes les revendications de l'IEPTN ont été prises en compte par le ministre. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa. 48 heures après le boycott des cours dans les instituts et écoles professionnelles et techniques par l'Union des étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles et techniques de la capitale pour exiger la prise en compte de la plateforme revendicative, les responsables du ministère en charge des enseignements professionnels avec à leur tête le ministre Tidjane Abdelkadri et les membres du bureau de l'UEPTN étaient face à face ce jeudi soir autour d'une même table au ministère. Objectif, la signature d'un protocole d'accord. Les deux parties sont tombées d'accord sur ce qui suit. Point 1. De la dotation des centres en matière d'œuvre. Les reliquats de la matière d'œuvre de l'année scolaire passée
à faciliter le démarrage de l'année 2016-2017. Le ministère multipliera les efforts en vue de sa disponibilité dans tous les centres. Point 2. De la réhabilitation de l'électricité dans les dortoirs du CFPP de Niamey et la réfection des toilettes. Les problèmes de l'électricité et celui des toilettes au CFPP sont réglés, puisque les travaux de réfection au centre jadis en cours sont entièrement terminés. L'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques prend l'engagement de faire de l'année académique 2016-2017 une année de sérénité et de quiétude nécessaire au bon fonctionnement des établissements. Satisfait des conditions dans lesquelles les deux parties ont trouvé un terrain d'entente, le ministre Tijani Abdelkadri tient quand même à rassurer l'UEPTN en ces termes. Il faut qu'en tant que citoyen tout court, vous ayez en vue l'intérêt national, l'intérêt de votre pays. Notre pays, dans ces moments-ci, n'a pas besoin véritablement d'agitation inutile. Et je pense, vous, en tant que fer de lance, vous êtes la composante essentielle de notre population. Vous êtes les futurs responsables. Et je pense que c'est dans vos attitudes, c'est dans vos comportements que notre pays pourrait trouver des valeurs de référence. Et c'est pour cela que, en tant que responsable syndicaux, je me félicite que votre syndicat soit cité comme une référence en matière de contribution à l'avancée qualitative de l'enseignement de manière générale, particulièrement de l'enseignement professionnel et technique. Donc, encore une fois, je réitère ma disponibilité à vous écouter chaque fois que de besoin. Mais je voudrais que lorsque vous ne serez pas accessible, vous avez tous mes collaborateurs sont dans le même état d'esprit, en tout cas pour qu'ils puissent vous écouter, et pour qu'ils puissent, en tout cas, chacun en ce qui le concerne, apporter sa parcelle de contribution pour que les préoccupations de notre sous-secteur soient bien prises en charge. L'UEPTN et le ministère des enseignements professionnels ont paraphé un document portant sur 10 points de revendication. Gageons qu'à travers cette signature, la sérénité va certainement revenir et les cours reprendront des plus belles. Les étudiants de l'école de communication, de comptabilité, d'administration et de management ECAM étaient dans les locaux de la radio et télévision Labari ce jeudi matin pour une visite dans le cadre de leur formation. Le reportage de Nafissa Hassan et Sadou Dumi. Cette visite guidée des étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM rentre dans le cadre de la 3e édition de la caravane d'études ECAM 2017. Objectif, découvrir le cadre de travail et le fonctionnement des entreprises afin de se préparer pour leur carrière professionnelle à la fin de leur formation. Il faut le dire que depuis un certain nombre d'années, l'ECAM a initié une grande première de l'enseignement professionnel ici au Niger. Cette initiative est intitulée Caravane d'études. C'est une caravane au cours de laquelle, une semaine durant, ces étudiants sillonnent certaines entreprises ciblées, certaines entreprises partenaires, dans lesquelles ces étudiants passent pour une sorte de visite qui leur permettra d'être à cheval entre la théorie et la pratique. Donc aujourd'hui, c'est les étudiants de l'ECAM inscrits légalement dans la filière communication, première et deuxième année, qui sont venus ici au groupe de presse Labari. Donc ça rentre dans le cadre de leur formation. Les étudiants se disent satisfaits car ils ont été édifiés sur le fonctionnement du groupe Labari au terme de cette visite guidée. C'est une bonne initiative pour tout étudiant de visiter les lieux où vraiment sa filière est en pleine fonction. Donc ça nous permet vraiment de savoir ce qui nous attend sur le terrain. Et vraiment, nous avons été bien accueillis et nos questions ont été bien répondues et vraiment, c'était vraiment bien. Du studio radio à la rédaction, en passant par la régie télé, le plateau et la salle de montage, ces étudiants en communication des entreprises ont reçu des explications sur le processus de traitement de l'information, mais aussi sur la marche des groupes de presse privés au Niger, cas du groupe Labari. La révolution démocratique au Niger a été lancée cet après-midi. C'est une initiative des responsables du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme et de plusieurs structures de la société civile et associations.
Une déclaration a marqué le début des activités du mouvement La Révolution démocratique au Niger. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire et Sadoudoumi. Après des mois de gestation, le mouvement pour la révolution démocratique au Niger officialise ses activités ce jeudi 2 février 2017. Né grâce à l'engagement et la détermination des membres du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, la révolution démocratique a fait le diagnostic suivant de notre beau pays, le Niger. Malgré l'immensité des ressources naturelles du sous-sol nigérien, malgré une population dynamique, au Niger, on meurt encore de faim. On meurt de maladies moyenâgeuses. Doit-on croiser les bras et regarder faire? Doit-on seulement s'indigner et observer? Non, absolument non. C'est pourquoi le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, qui regroupe en son sein des Nigériens déçus de la gouvernance, déçus de la classe politique d'hier et d'aujourd'hui, engage la révolution démocratique à travers le mouvement pour la révolution démocratique au Niger. Cette révolution démocratique consacre une rupture radicale avec les pratiques anciennes caractérisées par un jeu de ping-pong malsain à travers lequel toute la classe politique née de la conférence nationale a hypothéqué l'avenir du pays et a troqué la souveraineté nationale. Le mouvement La Révolution démocratique est une prise de conscience d'une génération qui en a marre d'une classe politique tous bords confondus. C'est une étape importante que nous venons de franchir parce que nous sommes convaincus que c'est en affrontant la réalité, en menant le combat tous ensemble, que nous pourrons construire le Niger de demain. Un Niger où la République sert le peuple, où la justice sociale est garantie, où le peuple est maître de son destin. Un Niger avec des politiciens intègres, pas comme ceux que nous avons aujourd'hui, qui, quand ils sont au pouvoir, ils pillent, vandalisent et déshonorent la nation, pendant que ceux de l'opposition se mettent en embuscade en attendant leur tour pour perpétuer les mêmes pratiques. Alors, mobilisons-nous pour donner au Niger et aux Nigériens des perspectives nouvelles. Lançons un appel pressant à tous les citoyens qui aspirent à la justice sociale, à l'équité et à un Niger nouveau, de nous rejoindre afin qu'ensemble nous construisons un Niger meilleur. Le Niger, d'abord, c'est cette vision qui guide les dirigeants et animateurs de la révolution démocratique au Niger. Parmi les fondateurs de la révolution démocratique, un activiste bien connu, Abdelmouni Ousmane, connu pour sa droiture et pour un Niger nouveau. L'Union africaine soutient un retrait collectif de ces pays membres de la Cour pénale internationale. La décision a été prise à huis clos lors du dernier sommet à Addis Abeba. Écoutons la réaction de Lawali Aboubakar, acteur de la société civile. Le sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Addis a pris quand même une décision très courageuse du moment où vous avez l'impression que le tribunal de paix international est fait uniquement pour les chefs d'État africains. En tout cas, de mémoire d'homme, vous n'avez pas vu un chef d'État occidental ou américain ou asiatique qui a fait l'objet de poursuites au CPI. Or, je pense qu'aujourd'hui, cette décision-là des chefs d'État rejoint également notre position de toujours. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter chaque fois de livrer nos chefs d'État, les humilier par des tribunaux qu'on appelle spéciaux ou des tribunaux internationaux, pendant que ceux qui sont à la base de ces tribunaux-là, eux, ils n'amènent pas leur chef d'État là-bas. Alors, je pense que cette décision-là, elle est également salutaire du moment où elle doit susciter même l'accompagnement des peuples. Les peuples doivent marcher, les peuples doivent soutenir leur chef d'État pour que cela ait un effet, pour que cela soit une réalité. Parce que aujourd'hui, le tribunal de paix international, les derniers qui sont là-bas, vous voyez bien comment ça devient. C'est une sorte, non seulement d'humiliation des chefs d'État, mais c'est une sorte de recolonisation donc de l'Afrique toute entière à travers cette façon de juger. C'est-à-dire, c'est comme si on nous donne le modèle de gouvernance, le modèle de démocratie, le modèle de la vie sociétale et sociétaire. Or, ce n'est pas normal. Moi, je pense que les Africains doivent juger
leur chef d'État en cas de parjure, en cas de faute grave, en cas de manquement à la démocratie, en cas de manquement à la gouvernance, et non de livrer les chefs d'État au CPI pour se faire juger dans un contexte qui n'est pas le leur. Il faut éviter la rupture d'égalité. Ceux qui ont décidé de quitter, ils ont déjà quitté. Et aujourd'hui, il faudrait remarquer que parmi ces pays-là, il y en a quand même des pays qui ont plus une tendance religieuse. Parce que par exemple, dans un pays où c'est la charia islamique qui doit être le maître de jeu dans le jugement, on ne peut pas remettre ça au CPI. Le CPI est incompétent pour juger sur la base du charia. Alors, de l'autre côté, les pays qui ont quitté et d'autres qui vont emboîter le pas, certainement, comme je vous dis, c'est une marche globale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter la rupture d'égalité. Moi je pense que c'est en bloc que l'ensemble des pays africains doivent emboîter le pas à la Gambie, au sud, à l'Afrique du Sud, etc. pour que cela soit une leçon, pour que les Occidentaux comprennent, pour que le monde entier comprenne que chacun a sa réalité et que les gouvernances que nous reprochons, le type de gouvernance que nous reprochons à nos gouvernants, nous avons aussi des modèles de justice pour les juger et pour les amener à comprendre le type de démocratie que nous voulons, le type de châtiment en cas de parjure ou de manquement que nous allons infliger à nos chefs d'État. Ça serait mieux en tout cas que de les humilier, que d'amener des procès qui n'ont pas de sens au niveau de ce CPI-là, parce que vous avez l'impression que le CPI, c'est même un Eldorado. En fait, ces chefs d'État-là, ils ne sont pas là-bas pour souffrir ou pour ceci, cela. Or, il y a des chefs d'État qui méritent quand même la sanction du peuple, qui doivent être jugés dans leur contexte africain, là où ils vont souffrir dans leur chair, pour savoir qu'ils ont commis des fautes graves et des manquements graves, et c'est pour cela qu'on les a poursuivis. Je pense que toute chose a un début, et lorsque vous expérimentez quelque chose et que ça ne marche pas, l'être humain est imparfait, alors il n'est jamais tard pour se corriger, il n'est jamais tard pour se parfaire. Moi en tout cas je suis de ceux qui pensent qu'on doit quitter le CPI, et ça doit être une marche globale pour l'Afrique, et ça doit mériter et susciter l'accompagnement de tous les peuples qui doivent appuyer leur chef d'État pour qu'on finisse avec cette histoire du CPI. La jeunesse du Front pour la restauration, la défense de la démocratie et de la République FRDDR, opposition politique, a rendu publique une déclaration. Elle est relative à la situation socio-politique du Niger. Je vous invite à suivre l'intégralité de cette déclaration, et c'est la partie magazine. Très bonne réception. Il vous souviendra qu'au lendemain de la marche citoyenne organisée le 21 décembre 2016, par plusieurs structures de la société civile nigérienne, la mouvance pour la renaissance du Niger, au lieu de saisir la chance à elle offerte pour répondre aux maux qui minent le développement économique et social de notre pays, s'est plutôt engluée dans une attitude de déni total de la réalité et de fuite en avant, en accusant de manière effrontée l'opposition politique de sous-traiter son combat politique. En lieu et place d'une attitude conciliante, commandée par la pertinence et la légitimité des revendications et griefs de la société civile, les leaders de cette mouvance, réunis autour du président Kamamin du PNDS Tarea, se sont répandus avec passion et violence sur les médias nationaux et internationaux, en accusant l'opposition en général et son chef de file en particulier d'être derrière la manifestation du 21 décembre 2016. En son temps, cette attitude, à la limite ridicule, ne nous a pas paru mériter une réponse en raison de la responsabilité dont l'opposition a toujours fait montre depuis le hold-up électoral du 21 mars 2016. Tout le monde aura compris que, fidèle à lui-même, le régime cherche désespérément un bouc émissaire. Eh bien, il ne l'aura pas. Qu'il s'assume. Aujourd'hui, l'occasion nous semble donc opportune de rappeler au président Kamamin du PNDS Tarea, Bazoum Mohamed, que l'histoire politique du Niger n'a pas commencé et ne s'achèvera pas, heureusement, avec leur pseudo-renaissance. Du reste,
un parti avec lequel nous avons dans un passé encore récent combattu au sein de la CFDR, aux côtés des forces vives de la nation, dont les leaders de plusieurs syndicats et associations qui sont aujourd'hui disséminés dans le gouvernement et les institutions de la République. Ce parti, dis-je, peut-il accuser l'opposition politique d'être de connivence avec la société civile? Un parti qui a officiellement invité, il n'y a pas si longtemps, les forces constituées à désobéir à tout ordre manifestement illégal et aux forces armées à mettre fin à la 6e République, peut-il accuser l'opposition actuelle d'ourdir contre lui un complot insurrectionnel au motif qu'elle aurait pris part à une manifestation organisée par la société civile? Un parti dont le chef de l'époque a délibérément refusé de reconnaître le titre de président de la République à son Excellence Baré Ibrahim Menassara, paix à son âme, et dont la mort a été jugée normale et saluée en 1999 par un certain Mohamed Bazoum. Un tel parti est-il fondé aujourd'hui à accuser les militants du FRDDR de manquer de courtoisie vis-à-vis de Issouf Mahamadou? La réponse est assurément non. Le FRDDR a depuis longtemps démontré le caractère républicain et constitutionnel de son combat malgré les actes de provocation posés par les princes qui nous gouvernent. Le sens de responsabilité et le patriotisme qui nous animent ne font et ne feront jamais bon ménage avec les chantiers lugubres et incertains dans lesquels le PNDS veut entraîner notre peuple. Le FRDDR reste certes un front déterminé à combattre le régime putatif de Issouf Mahamadou, mais cette lutte se fera dans le strict respect de notre constitution et des lois de la République. Jamais dans l'histoire de notre pays, les valeurs morales et politiques n'ont été aussi travesties. Incompétence dans la gestion politique, affairisme, concussion, crimes économiques et financiers, pillage systématique des ressources naturelles, fiscales et financières, mensonges d'État. Depuis plus de 5 ans, les Nigériens, dans leur écrasante majorité, ont compris que la chimérique et funeste Renaissance n'est qu'une usine à fabriquer des milliardaires pendant que le peuple lui agonise, laissé à lui-même, indigné et désespéré. C'est ainsi que le secteur éducatif, levier incontournable de tout développement, est laissé aujourd'hui à l'abandon de la part d'un régime qui, après avoir fini de démonter l'école publique, s'en prend désormais aux établissements privés. Le secteur sanitaire de notre pays est aujourd'hui en pleine déliquescence avec une quasi-inexistence de produits pharmaceutiques dans les structures sanitaires publiques et une grève perlée des médecins spécialistes qui dure depuis plus de 2 ans. La flambée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, voulu et entretenu par le sieur Issoufou Mahamadou à travers la valorisation de notre économie et l'adoption des mesures fiscales et douanières injustes, antisociales, maintient notre pays dans une paupérisation inextricable. Sur le plan de la gouvernance politique, notre pays continue à son corps défendant d'arborer à la face du monde un gouvernement de plus de 60 membres en comptant la pléthore de ministres conseillers payés à ne rien faire dans un contexte de sécheresse financière aiguë. La jeunesse nigérienne est en proie à un chômage endémique exacerbé par des mesures insensées comme le déguerpissement inopportun et sélectif des boutiques et autres commerces dans les grandes villes du pays, abandonnant les jeunes en particulier à l'amère expérience des 3 T.
Tarayya, héritière légataire de la désormais obsolète 3N. L'insécurité permanente dans tout le pays, aggravée par l'attitude belliciste de Issoufou Mahamadou, le nouveau Méca africain, héros malheureux du roman Le Vieux Nègre et la Médaille. Notre Méca national, auréolé de son prix Mandela pour la sécurité, continue à se pavaner à l'extérieur, se prenant pour l'apôtre de la lutte contre le terrorisme, mettant en danger nos populations et nos forces de sécurité, pendant que lui et sa famille vivent en réclusion totale dans un véritable bunker. Plusieurs leaders et militants de l'opposition continuent à garder prison pour des raisons purement politiques. À ce jour, les personnalités ci-après gardent prison du seul fait de Issoufou Mahamadou. Honorable Issoufou Issaka, député national. Honorable Moumouni Dogari, député national. Honorable Maman Issa, député national. Honorable Sani Baladan Sani, ancien député. Honorable Bakari Seydou, ancien député national. Ide Kalilou, président de la coordination Lumana de Dosso. Seyni Yakouba Di Merida, coordinateur Lumana Niamey 4. Faki Abdraman Adam, militant du modèle FA Lumana. Ari Mala, fonctionnaire de son état. Militantes et militants. Comme vous le voyez, et contrairement à ce que continue de penser Issoufou, il y a bel et bien un péril grave qui menace l'existence même de notre nation et qui se caractérise par l'atteinte à l'unité et à la cohésion nationale, la démolition de l'école, du commerce et du travail, la descente aux enfers de la jeunesse, des travailleurs et des artisans, toutes catégories confondues. La liquidation de l'économie nationale à travers des mesures inadéquates. La prédation des ressources financières du pays et un endettement excessif. La mise au poids des institutions de la République au service exclusif du Issoufou Mahamadou. L'abandon dans plusieurs domaines de la souveraineté de notre nation. La politisation à outrance de l'administration et l'exclusion. La promotion du clanisme, de l'impunité, de la corruption, du clientélisme, du népotisme au rang de règles de gouvernance. La violation répétée de la Constitution et des lois de la République, les atteintes graves aux droits constitutionnels de manifestation, d'expression et d'association. L'instrumentalisation de la justice à des fins de liquidation des adversaires politiques, comme en témoigne le traitement sélectif des personnes impliquées dans de multiples scandales qui émaillent la gestion des princes qui nous gouvernent, ainsi que le maintien injustifié en prison de plusieurs personnalités civiles et militaires sous le fallacieux prétexte de tentative d'un coup d'État dont personne, même dans le camp de ceux qui nous gouvernent, ne doute encore du caractère mensonger. Au vu de tout ce qui précède, la jeunesse de l'opposition politique est plus que jamais consciente du fait que son avenir est véritablement hypothéqué par cette mafia qui nous dirige et qu'il n'y a d'autre choix que la résistance et la lutte. C'est pourquoi la coordination nationale de la jeunesse FRDDR 1. Apporte son soutien ferme et inconditionnel au Conseil des leaders du FRDDR pour leur lutte héroïque pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et les rassure sur le fait que la jeunesse nationale du FRDDR est en état de veille permanent dans l'attente des mots d'ordre à venir. 2. Invite Issoufou Mahamadou, comme en septembre 1994, à démissionner de ses fonctions en raison
du même désastre économique, social et politique qu'il a réussi à renouveler avec brio entre 2012 et 2016 exige la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du régime du Gouri système. 4. Exhorte le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, à poursuivre la lutte pour garantir l'indépendance de la justice au Niger et encourage l'ensemble des magistrats à respecter leur serment en rendant la justice au nom de la nation et suivant leur intime conviction. 5. Interpelle la communauté internationale sur la détérioration de la situation politique et sociale au Niger du seul fait de Issoufou Mahamadou. 6. Demande à toutes les militantes et militants et au-delà, tous les Nigériens soucieux de la sauvegarde des acquis démocratiques et républicains à prendre massivement part à la marche pacifique suivie de meeting du 4 février 2017 à l'appel de la société civile nigérienne, ainsi qu'à celle du 25 février 2017 à l'appel des leaders du FRDDR.